Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, j'ai à l'aéropod confiné, dans la salle à manger, Grégory Blanc, président de Menteur Aéro. Bonjour. André Allard, des Ailes du Québec, éditeur en chef, Le chef. journaliste extraordinaire, inventeur, ça. Ouais, c'est ça, éditeur en chef, c'est moi qui dirige le groupe de journalistes, c'est-à-dire moi, les Ailes du Québec. Et je dis bonjour à tous les confinos et confinettes de la planète. Oh, je l'attendais, le tagline. Excellent. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Et Olivier Lacombe. Oh, pardon. André, tu dis? J'allais dire à tous les confinos et confinettes de la planète qui commencent à se sentir un peu d'ego à cause du confinement. Ah oui. On est sur la même longueur d'onde. Et Olivier Lacombe, le pilote désigné. Ne l'oublions pas. Oui, salut tout le monde. Donc, je suis désigné comme pilote volant. En fait, pilote non volant en ce moment parce que je pense pas grand-chose. Ouais, justement, on en reparlera. Il pilote son vélo. Cockpit, hein, on disait? Ben, écoute. Ouais. Presque la même chose. Ça se pilote pareil. Hey, mais on va commencer, Olivier, justement, avec un suivi d'une de tes nouvelles. La fusée chinoise n'est pas tombée sur New York. Non, le corps, si on veut, de la fusée Long March 5B, Long March 5B, on va dire en français, dont on a parlé la semaine dernière, qui avait mis en orbite la capsule chinoise qui va remplacer le vaisseau Shenzhou, a manqué New York de 15 minutes. Donc, à vitesse orbitale, 15 minutes, c'est à peu près 5000 km. Et puis, la fusée s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère et les moteurs ont tombé quelque part près de l'Afrique, dans l'Atlantique. OK. Pas de nouvelles. Ben, écoute, Ouais. honnêtement... Donc, c'est quand même le plus gros objet en 30 ans à revenir sur Terre d'une façon non contrôlée depuis la station Salyut 7 en 91. Puis, si vous regardez les lancements de SpaceX, ou comme ce matin, vous avez regardé le lancement de Atlas 5 avec le X-37, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont garder du carburant dans l'étage de la fusée qu'ils mettent en orbite pour pouvoir continuer la manœuvre une fois que leur charge est rendue en orbite, pour justement envoyer le morceau de fusée à un endroit prévisible. Okay. Soit au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique, peu importe. Mais dans ce cas-ci, l'administration spatiale chinoise ne semble pas avoir laissé de carburant dans les moteurs. Les moteurs ne peuvent pas être redémarrés une fois rendus en orbite pour pointer le morceau à un endroit sécuritaire. Mais là, ça peut pas devenir ça, la façon de faire. Là. Je veux dire, admettons, là, les morceaux de fusée tombent en Afrique. C'est pas loin d'être un bombardement, là. C'est un problème, là? Ben oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Et puis, c'est ça qui va être intéressant de voir s'il va y avoir des pressions sur la Chine ou si la Chine va modifier sa façon de faire parce qu'ils prévoient au moins 3 autres lancements avec cette fusée-là en 2021 et 2022 pour leur programme spatial et éventuellement aller sur la Lune. Et ils devraient lancer une sonde qui va aller vers Mars cet été ou quelque part dans le courant de l'année. Donc, encore là, c'est le même lanceur qu'ils vont utiliser. Okay. J'ose croire qu'ils vont penser à leur affaire au lieu de bombarder les gens avec des morceaux de fusée. Hey, mais t'imagines-tu... Ça me stresse, sérieux, je trouve ça intense. Imaginez-vous, messieurs, dames, l'incident diplomatique que ça aurait fait s'il avait fallu que ne serait-ce qu'une boat tombe ou un aux washer États-Unis? tombe en territoire. Je suis même pas sur New York, là. Ouais, en territoire américain. Ça aurait été... Pour moi, il y avait déjà leur chèque en main, tu sais, comme dis-moi à quel nom, là. Ouais. Oublie ça. Je sais pas si vous avez déjà vu les photos, on va le mettre dans les notes de l'épisode, en Russie, au Kazakhstan, en fait, à Baïkonour, où ils font les lancements des fusées. Oui. Plus loin de la base de lancement, il y a des villages qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres de cette base-là, et c'est littéralement... parsemé de morceaux de fusée, morceaux Soyouz ou Proton qui traînent un peu partout. Donc, il y a un lancement, les gens sont là. OK, dans 7 minutes, on va recevoir des morceaux. Là, il y a des morceaux qui pleuvent. Malade. C'est dangereux parce que ces morceaux-là, ils ont de l'hydrazine dedans, donc c'est comme ultra toxique. Ouais. Les gens s'en vont là pour ramasser. Les ferrailleurs vont là pour ramasser des trucs, puis ils s'empoisonnent avec ça. Donc, c'est vraiment chiant. OK. Bon. Écoute, la version la plus simple, c'est ça fait un petit peu mal si tu le reçois sur la tête. Ça... C'est soit tu t'intoxiques, soit tu le reçois sur la tronche. Fait que ça va bien. C'est vrai, c'est cool. All right. Mais si vous voulez savoir comment ça fonctionne une fusée comme de l'intérieur, Greg nous a trouvé un petit vidéo intéressant de... J'ai vu ça. Ouais, de fusée transparente, en fait.
Ouais, tu vois, dans le fond, tu vois la consommation de. Tu vois juste la consommation de carburant, puis à quel moment ça se détache et la séquence. Là. C'est effectivement pas une vidéo qui passera à l'histoire, mais ça peut être intéressant juste de voir des fois les séquences, puis à quel moment les étages sont largués, puis tout ça. Ça peut être intéressant. Il y a quelqu'un qui joue avec... Pause. Qui joue avec son micro, là? Qui frotte sur quelque chose de vraiment intense? Pas moi. Ok, ça a arrêté. Tu veux dire que ça ferait du bruit? Ben, tu l'entends pas? Moi, c'est pas moi. Moi, je voyais mes barres de son. D'accord. C'était effrayant. On aurait dit que c'était du ASMR. On convertit l'aéropod en podcast de ASMR. OK. Excusez-moi, ça doit être moi. Bon, ben, je l'en... Est-ce que ça en fait encore? Non. Ça a l'air bien, ça, comme idée. Non, c'est bon. Okay. Super. On reprend. Ouais. 3, 2, 1. Warren Buffett a vendu toutes ses parts dans 4 grandes compagnies aériennes américaines. Mauvaise nouvelle, on dirait, en gros, pour le marché des... Ben, tu viens de te faire larguer par l'oracle d'Omaha. Oui, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, oublie pas que M. Buffett, il a 89 ans maintenant. Ouais. Et quand tu as 80, ta vision des placements à long terme n'est peut-être pas la même que quelqu'un qui a 50 ans, mettons. OK? Oui, mais attendez, je m'excuse, je m'excuse de vous couper, vous, les pros des chiffres et de la finance, là, mais André, je te relance immédiatement là, avec... on parle de Warren Buffett, là, quand même? Oui. Donc, c'est un fait indéniable qu'il a 89 ans, ça, on peut rien y faire, mais il reste quand même que c'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir une vision à long terme, puis avoir une vision à long terme, on s'entend-tu que dans le cas d'un gars comme Warren Buffett, c'est aussi de penser plus loin que son être physique et de dire je vais léguer à la prochaine génération. Oui, absolument. Lui, son point, en fait, jusqu'à maintenant, ce qu'il a dit quand il a lâché ces actions-là, parce qu'il savait, premièrement, il prenait une perte importante dans le fonds d'investissement. Oui, puis il a dit qu'il la prenait tout de suite. Il aime mieux la prendre tout de suite que plus tard, puis tout ça. Là. Exact. Donc, il fallait qu'il explique pourquoi il avait fait ça. Et ce qu'il a dit, c'est qu'on n'aurait jamais dû investir dans le transport aérien. Ça a toujours été extrêmement risqué et on vient d'en avoir la preuve. Ouais. Donc, c'était pas une bonne idée pour notre fonds. On s'excuse, on n'aurait pas dû faire ça. Mais aussi, son point, c'est même si les entreprises survivent, le temps qu'elles récupèrent la valeur perdue, on va avoir perdu le plus-value potentiel de cet investissement-là. C'est ça son point. Okay. Et bien entendu, je pense que les investisseurs privés ont très peur des prises de participation gouvernementale dans les entreprises, en général. Et tu touches un très bon point. Par contre, l'aéronautique ou le transport aérien n'est pas le seul secteur qui va en arracher pour les 5 prochaines années. On s'entend? Il y a à peu près tout le monde va en arracher pour les 5 prochaines années. Ce que je trouve étrange, c'est de voir que les compagnies aériennes piquent du nez pendant que l'action de Boeing se maintient encore en haut de 100 $, alors que si tu me demandes mon opinion à moi, qu'est-ce qui est plus viable, une action d'Air Canada ou une action de Boeing? Ma réponse est une action d'Air Canada est plus viable ou une action de Delta Airlines est beaucoup plus viable en ce moment que celle de Boeing. Ça demeure, regarde, c'est sûr que c'est quelqu'un de très, très suivi, très imité, très respecté aux États-Unis, mais à court terme, je suis très pessimiste pour l'industrie du transport aérien. À moyen et long terme, je suis beaucoup plus optimiste. Je pense que ce que M. Buffett a fait, il a peut-être fait un pas en arrière en disant je ne sais pas quelle compagnie va survivre, laquelle ne survivra pas. Alors, je sors de là, puis quand on saura laquelle qui va survivre, on prendra des actions. Mais je vais surfer sur ce que tu dis. De façon fameuse, juste Grégory, répondre à André. Un peu dans ce que tu abondes, Warren Buffett a toujours dit, si vous lisez les livres sur lui ou les qui traitent de lui, il investit jamais dans une industrie qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il n'a pas acheté de trucs techno comme Apple, Microsoft, Amazon. Donc lui, dans ce qu'il dit, c'est « Je n'arrive pas à comprendre comment ça va se passer dans l'industrie de l'aviation.
je comprends pas comment ça va fonctionner. Donc, je me retire de ce marché-là et je coupe mes pertes. C'est deux choses. Faut voir ça de deux façons. C'est pas juste, ça s'en va chez Diable, il n'y a plus une scène à faire avec ça, mais c'est aussi, je comprends pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, bon je n'ai pas d'affaire là. Oui, effectivement, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est une belle façon de Ça, le c'est un résumer. très bon point que tu as soulevé, Olivier. Mhm. Mais je surfe sur ce que André disait. Au niveau des compagnies qui sont quand même relativement assez solides, je repars encore une fois sur Delta. Mhm. Que c'est vrai qu'on en parle souvent puis qu'on a un petit biais favorable j'ai un crush, envers Delta. Ouais. Ouais. Moi, On a un biais favorable. c'est la compagnie, par exemple, laquelle j'ai un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi Warren Buffett les a largués, dans le sens où on sait que Delta, ce n'est pas uniquement qu'un transporteur, c'est également toute une... Il y a tout un bagage en arrière qui supporte Delta. C'est une des rares majors qui a conservé son soutien technique puis qui le pousse à l'extrême. On l'a mentionné souvent, ils ont agrandi l'engine shop, c'est grand comme à peu près 15 terrains de football. Pour aller, en fait, je pense que la seule réponse à cette question-là est dans le point d'Olivier. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas de bonne perspective, c'est pas que c'est pas bien géré, c'est qu'il ne les comprend pas et donc il n'est pas capable de faire une gestion de risque. OK. Parce que sinon, je vois pas, comme tu dis. Oui. Oui, j'aurais pensé personnellement que ça aurait été quelque chose qui aurait pu jouer en faveur du maintien du maintien de l'investissement de Buffett dans au minimum Delta, une compagnie comme Delta. Mais effectivement, oui, ça se débat, ça se tient là. De dire que même avec le fait qu'ils aient un support technique incroyable, Delta TechOps prend de plus en plus de place sur le marché. Ils sont partout, un peu comme Lufthansa Technique. Mais visiblement, malgré ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne comprend pas. Fait que ça se peut, oui, c'est plausible, effectivement. Bon point. On verra. Hey, la recrue qui est arrivée en milieu de saison vient de nous dépasser, là. Hein? C'est bon, ça. Elle a frappé un excellent. coup de circuit, le premier de la... Ça explique. Ça explique pourquoi les vétérans du Canadien n'aiment pas les recrues. Ils ont toujours peur de se faire dépasser. C'est bon. Vous avez m'échanger à Check 6, c'est ça? C'est ça. Je sais pas. Si tu veux y aller, vas-y. En tout cas, moi, je resterai ça. Il fait chaud puis on t'écœure moins quand tu vas chez McDo, là. Je sais pas. Je vais aller parler dans le fond d'une douche avec Jens Flotter. Ouais, c'est ça. Bon point. OK, bon, hey. Passons donc, on n'en parle pas souvent sur l'aéropod, mais on va parler un petit peu aujourd'hui de drones en lien avec les Blue Angels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est juste une petite note qu'on veut faire ici, parce que comme tu l'as si bien mentionné, on n'est pas des pros des drones, pas pour le moment en tout cas, puis on ne maîtrise pas encore bien tout à fait de la réglementation rattachée à ça, mais on sait qu'il y en a, OK? Et il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Peu importe quelle est la réglementation, ça, c'était illégal. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez peut-être vu, les gens qui nous écoutent ont peut-être vu passer dans les médias sociaux, je pense qu'il y a eu Twitter puis YouTube, bien évidemment. Il y a un opérateur privé de drone, un amateur, à Chicago, qui a décidé de lancer son drone dans les airs pour se rapprocher de l'action un petit peu. Et ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, on va dire, aéronautico, machin aux États-Unis et même au Canada, vous savez peut-être que les Blue Angels et les Thunderbirds aux États-Unis, puis les Snowbirds ont fait la même chose au Canada, ils ont décidé de traverser le continent, chacun chez soi, là, pour rendre hommage, entre autres, aux gens qui œuvrent dans le réseau de la santé, pour les remercier. Fait qu'ils ont fait des passes, ils se sont promenés un petit peu partout dans les grandes villes à travers le pays. Et ce monsieur-là, donc, à Chicago, a décidé, lui, d'aller voir ça de plus près. Fait qu'il est allé assister à la démonstration des Blue Angels avec son drone. Fait qu'il avait monté sa GoPro, probablement, sur son drone, et il est allé filmer ça. Et il y a une des passes des Blue Angels que, sans exagérer, là, le drone, il doit être à peu près à 200 pieds. T'as vu le vidéo, Olivier? Là? Il est quoi? C'est 300-400 pieds peut-être? Là? Ouais. En dedans de 500 pieds, d'après moi. Ouais. Fait que, quelle idée brillante! Super illégal. Dangereux, stupide et plusieurs autres. Je pense que stupide, pour pas dire autre chose, ça s'applique très bien ici. Là. Fait que c'était juste la petite note qu'on voulait faire que
Faites attention, les amis, c'est le fun, c'est cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du fun à jouer avec ça. Faites attention, un incident est si vite arrivé, puis si vous vous faites pogner, pour en avoir entendu des histoires d'agents d'immeubles qui filmaient leurs bâtiments ou des bâtisses commerciales pour les mettre à vendre sur les médias sociaux, qui se sont fait varloper par Transport Canada, entre autres, là, des amendes extrêmement salées. Là. Oui, absolument. J'ai vu du monde aussi. Donc, ça coûte très, très cher. faites Ça coûte attention cher à ça, parce que là. c'est vraiment dangereux. Fait qu'allez voir la vidéo. Et au-delà des amendes, c'est aussi la réputation que vous allez faire à l'industrie et au hobby. Exact, C'est sûr. tout à fait. Exactement. Fait que soyez prudents avec ça, on fait attention. C'est peut-être pas la plus belle et la meilleure idée que vous aurez eue cette journée-là si vous décidez de faire ça. Un cool vidéo, un lifetime de mauvaise réputation. Oui, ben là, il y a des. Juste pour finir là-dessus, il y a des rumeurs. C'est juste des rumeurs. Je l'ai vu passer sur un média social que je sais pas si c'est fiable ou quoi, qui dit qu'il semblerait que le FBI est à la recherche de la dite personne. Fait qu'ils l'enverront probablement pas en prison, mais il risque de se faire taper ses doigts assez sérieusement. Bon. La fin des MD 88 et 90 chez Delta le 2 juin. La fin d'une époque, André. Ah, absolument, c'est la fin d'une époque. Les derniers MD 88-90 sont à l'horaire chez Delta Airlines le 2 juin. Donc, c'est donc officiel la date de retrait de ces avions-là. Écoute, il n'y a pas... Avant que la crise commence, là, si je me souviens bien, en 2019, il y avait des MD 88 qui avaient presque 40 ans d'âge qui volaient encore chez Delta Airlines. Ah, c'est pas surprenant. Okay? Et là, ils prévoyaient, c'était prévu dans les années à venir les mettre à la retraite. COVID-19, le petit microbe a eu raison de ces grosses bébites. Bon, quand on parle de fer à repasser ou de char d'assaut volant, le MD 88-90, c'était un exemple. C'était gros, c'était pesant. C'était pas nécessairement économique en carburant, mais ça brisait pas facilement. C'était relativement, entre guillemets, facile d'entretien pour des avions de cet âge-là. Ouais. Et là, regarde, je trouve ça plate. À chaque fois qu'un type d'avion est retiré du service, là, c'est jamais... Mais c'est intéressant, André, ce que tu mentionnes, là, que c'est un char d'assaut. Et si tu regardes d'un point de vue technique, là, donc d'un point de vue d'ingénierie, c'est vraiment une autre époque en termes de fabrication, de la façon que c'est designé. Donc, fait que c'est la fin d'une époque vraiment dans tous les sens du terme. Là, pour les amateurs d'aéronautique, pour les amateurs comment on appelle ça, les gars qui prennent des photos, là, des plane spotters. Les spotters, ouais. Fait que c'était tout le monde qui va être un petit peu en deuil, façon de parler, parce qu'effectivement, on est passé à autre chose, on passe à autre chose, mais à tous les niveaux. Là. D'un point de vue d'ingénierie, c'est vraiment quelque chose de spécial de voir ces avions-là disparaître du ciel. Ça l'a été quand le DC-9, donc le très petit frère de toute cette famille-là, a quitté Air Canada. On se rappelle que Air Canada avait été les rechercher à une certaine époque dans le désert. Il était parqué quelque part en Arizona, là, au show. Puis ça avait fait, on les avait remis en service, puis ils ont redisparu du ciel. Donc, c'est vrai, c'est effectivement la fin d'une époque, puis ça couvre assez large quand on parle de cette époque-là. Ouais. Et ça va dans le sens de ce que Delta nous a préparé à ces dernières années, là, avec entre autres l'entrée du A220 qui continue à ravir ses opérateurs, ses propriétaires. Donc, c'est pas surprenant qu'on devance la mise au rencard de ces avions-là. Ils vont être facilement remplacés par les C-Series. Qu'est-ce que j'ai dit là? Il n'y a pas aussi le 777 qui va être retiré chez Delta? Oui, aussi, c'est plus pour la fin de l'année, le 777 qui sort complètement. Delta, dans le wide body, dans les avions à long rayon d'action, le long courrier, ça va dans le tout Airbus, dans le long courrier. Oui, j'en connais quelques-uns qui ne sont pas très contents. Mais c'est quand même quelque chose. Sais-tu, André, mes blagues à part, là, sais-tu,
y en a beaucoup. Tu sais, on a suivi ça pas mal ces derniers jours sur dans la presse et un petit peu partout, presse spécialisée. Puis même j'ai vu un article passer dans le New York Times. Fait qu'on parle pas juste d'Aviation Week ou quoi, là. Penses-tu vraiment que, comme on l'a mentionné dans certains de ces articles-là, qu'on parle d'un désaveu pour Boeing, André? Et puis même Olivier, là, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? On parle juste de Delta? Oui, de Delta qui flush le 777, qui s'en Ça va vers fait une fois tout Airbus quasiment. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus beaucoup d'atomes crochus entre Delta et Boeing. Ça remonte à l'époque où il y avait encore les crédits, la banque, où il y avait les crédits à l'exportation. Tu avais un organisme fédéral, un organisme américain qui finançait le financement des clients de Boeing, mais à l'extérieur des États-Unis. Le reproche que faisait Delta à ce moment-là à Boeing, puis au gouvernement fédéral, il disait « Moi, quand j'achète un 787, je suis obligé de me financer au prix du marché. Quand une compagnie chinoise qui veut me compétitionner sur le marché pacifique achète un 787 de Boeing, elle a le droit à de l'aide de la part du gouvernement américain et de Boeing. » Il disait, comment moi je vais compétitionner, là? Tu me mets dans des bâtons dans les roues. Et il y a eu une dispute pendant plusieurs années entre Boeing et Delta sur ce sujet-là. Quand le programme a pris fin en 2016, si ma mémoire est bonne, la dispute, le courant n'a jamais recommencé à passer entre Delta et Boeing. Okay. Ça demeure toujours des discussions difficiles. C'est un très bon rappel, effectivement. Cette bisbille qu'il y avait eu, là. Et tu peux être sûr que l'annonce cette semaine de Dave Calhoun, du président de Boeing, qui est allé pitcher que là, il y a une grosse compagnie américaine qui va faire faillite dans la prochaine année. Il y a pas. C'était pas le genre de choses que les présidents de compagnies aériennes ont aimé bien. C'était pas une bonne manière de relancer d'améliorer tes relations avec Delta. J'ai vu passer un commentaire en particulier là-dessus qu'on souhaitait sincèrement que ce soit Delta qui crache. Aïe, ouais, on se comprend, là. Fait que oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, à part déflecter l'attention de ses propres incompétences et mauvais résultats, là, je vois pas c'était quoi l'idée de sortir un truc comme ça. Ça donne l'impression qu'il justifiait à l'avance des mauvaises ventes et c'est pas de ma faute qu'il y a un tiers de mes commandes qui vont être annulées. Ça n'engage que moi, bien évidemment, là, mais il me déçoit, Calhoun. Là, je m'attendais vraiment... Peut-être pas un revirement complet, puis un... Non, il risque... Mais je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Ouais, non, effectivement. Mais on l'a mentionné, si vous vous rappelez, messieurs, dames, on avait dit que c'était des chums qui se nommaient entre eux, puis que... tape dans le dos, c'est à ton tour, mon homme, va faire un tour en avant. Mais en même temps, il avait garoché Muhlenberg devant l'autobus, fait qu'on se disait, peut-être une chance que ce soit un peu différent. Effectivement. Mais finalement, ça n'aura rien donné. Exact. C'est chicané avec tout le monde, puis... Ouais, fait que très déçu. S'il nous écoute, Calhoun, je suis déçu, mon homme. Si tu veux venir faire une entrevue à l'aéroport, on est ouvert. On envoie l'invitation. Si quelqu'un connaît Calhoun personnellement, on va l'inviter au podcast. Ça va être super. On va le cuisiner, ouais. Ouais, OK. Ce serait très agréable. Il y a une figure de proue de l'industrie des simulateurs qui n'est plus, Olivier. Oui, Rudy Fresca, le fondateur de la compagnie Fresca qui faisait des simulateurs. Probablement la plupart des gens qui ont fait leur IFR ces dernières années ont probablement fait leurs heures de simulateur sur un simulateur Fresca. Il y en avait un chez Carrière à Mascouche. Moi, j'ai fait mes heures là-dessus. Donc, M. Fresca il est décédé le 11 mai. 89 ans. Il a fondé sa compagnie en 1958, à peu près en même temps que CAE, si on regarde les simulateurs. Lui, il sortait de la marine américaine, il était instructeur pendant une dizaine d'années dans la marine américaine. Et si CAE fait les simulateurs pour les gros avions, les grosses compagnies, M. Fresca, lui, s'est concentré sur les petits simulateurs pour les écoles. Donc, des trucs très simples. Juste pour pratiquer justement le vol aux instruments, le scanner les instruments, rentrer des circuits d'attente sur des ADF, des trucs comme ça. Donc, il y avait 2600 simulateurs dans 70 pays. Et ceux qui aiment les vieux avions, c'est probablement au courant que M. Fresca avait une belle collection d'avions anciens.
À une époque, il y avait même un Spitfire Mark 14 qui est rendu en Allemagne maintenant. Il y avait un Wildcat SNG T-34 et une des répliques de Focke-Wulf 190. En fait, ce qui fait intéressant, la seule réplique de Focke-Wulf 190 qui n'a pas eu d'accident, c'est celle de M. Fresca qui vole au musée à Chino, au Plains of Fame. OK. Les autres, ils ont tous pris de clos ou un défaut quelconque. Il a peut-être fallu qu'il fasse un simulateur. C'est assez incroyable, ces avions-là. Le seul qui n'a jamais rien eu, c'est celui de M. Fresca. Okay. Mauvais signe. En tout cas. Ce qui est intéressant, parce que c'est Olivier qui a amené la nouvelle, puis j'ai été vérifier un petit peu vite, là, puis lui disait que la raison pour laquelle il s'était concentré sur la petite aviation, c'était que lui considérait que avant d'aller piloter des 777 puis tout ce que tu veux, là, ça commençait par une bonne base. Une formation bien structurée, dès le début. Là, c'est pour ça qu'il justifiait. Je ne sais même pas pourquoi il se justifiait, mais le fait qu'il était resté dans la sur le plus gros des marchés à choisir. Là. C'est un fait, effectivement. Mais, cool, intéressant. Ouais. Eh bien, bye-bye. Et si au début, les simulateurs, c'est des trucs très simples. Maintenant, si Fresca, ils font des simulateurs comme CAE avec complètement en mouvement des simulateurs de niveau 2. Ils en ont dans leur flotte. Ils ont même des simulateurs niveau D pour les hélicoptères. Ah ouais, cool. Donc, vraiment, ils font vraiment du très petit, très simple pour une école, qui a juste 2 avions, mais qui ont besoin d'un simulateur, on a un hélicoptère et puis ça prend un simulateur avancé pour entraîner nos pilotes. OK. Cool. Intéressant. Nice. Bien, nos condoléances à la famille. Bravo, monsieur, pour son héritage. Ouais, un beau pionnier dont on n'entend pas souvent parler, mais qui est là, qui a fait la job. Écrasement d'un F-22. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que c'est un petit peu trop tôt. Un peu comme on dit toujours qu'un accident, il faut toujours attendre le résultat de l'enquête. On ne fera pas nos gérants d'estrade. Il y a des groupes Facebook pour ça. Qu'est-ce qu'on sait? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est un avion du 43e escadron de chasse basé à Eglin, dans le nord-ouest de la Floride, dans ce qu'on appelle le Panhandle. Donc, ces avions-là, avant, ils étaient basés à Tyndall. Quand il y a eu l'ouragan, il y a 2-3 ans, le gros ouragan qui a tout détruit la base, là, il y avait des photos spectaculaires là, des F-22 Raptor dans un hangar qui était couvert de morceaux de débris de toit et de la mousse isolante, toutes sortes de choses. Ces avions, les Américains ont décidé qu'ils allaient fermer une partie de la base de Tyndall et transférer les activités d'entraînement du F-22 à la base de Eglin, qui, elle, n'était pas endommagée. Donc, les gens qui, dans la US Air Force, qui sont assignés au F-22 vont apprendre à piloter l'avion à cet endroit-là. Okay. Le pilote s'est éjecté, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme on racontait. Et contrairement à ce qui a été véhiculé dans certaines publications, c'est pas relié au survol en l'honneur des travailleurs de première ligne qu'il y avait eu dans la région en Floride, par des F-15, F-16 et autres. Il semble que c'était vraiment relié. C'était un vol d'entraînement tout court. Oui, un vol de routine, et puis le pilote a eu un problème avec son avion. Okay. Et la meilleure décision qu'il pouvait prendre, c'était de sortir. Puis là, il y avait 195 F-22 qui ont été construits. Là, il en reste 185. Là, Olivier, là, je te relance la question encore une fois. Là. Va-t-il falloir sortir le tooling? Qu'est-ce qu'on fait? Là? On ne peut pas laisser partir ça, cette machine-là. Oui. Ça prendrait pour la petite histoire, le Robert Gates, quand il était le secrétaire de la défense de l'administration Obama au plus fort de la guerre en Afghanistan et en Irak aussi, avait décidé d'arrêter la production du F-22 à 187 avions opérationnels. Il y avait déjà d'autres avions qui étaient là pour les tests à Edwards, entre autres. Ouais. Ils avaient arrêté à 187 avions. Et ils avaient décidé de prendre les budgets qui étaient assignés au F-22 pour acheter des avions de surveillance, en l'occurrence des King Air 350, pour surveiller justement les troupes au sol en Afghanistan et en Irak et pouvoir guetter les insurgés autour. Il faut savoir que le F-22, au début, devait en construire 700 pour remplacer les F-15. Et puis, ça n'a jamais été le cas. Non, donc, à 185 avions, c'est la fameuse flèche d'argent du gouvernement américain, c'est le F-22. Oui, effectivement. Là, attention à ce que vous dites avec les King Air, là, parce que j'ai un petit attachement sentimental. Oui, ben c'est ça. Entre un F-22 et un King Air, c'est un peu facile de savoir qui va gagner. Sauf que dans le King Air, il y a une toilette, donc quand même un bon avantage. Oui, effectivement. Significatif. Il y a des PT6. Il y a des PT6 aussi. On aime beaucoup le PT6. Le Japon, avec son programme de chasseurs futurs, le Shinshin, qui ont fait voler il y a comme 3-4 ans. C'est super long, les développements au Japon. Ouais. Du X3. Lockheed a proposé au Japon
tu veux remplacer tes avions avec le X-3, on va te faire un F-22 nouveau avec l'avionique du F-35. Le Japon a fait oui, mais non. Parce qu'à l'époque, le Japon voulait acheter des F-22, le gouvernement américain n'a jamais voulu leur en vendre. Mais probablement des bonnes chances que si le Japon avait acheté des F-22, les Américains l'auraient probablement acheté plus également. Il y en aurait probablement plus en service aussi. Ouais, effectivement. OK. Bon, à suivre alors. Ouais. Une rumeur chez Nolinor. C'est même plus une rumeur, Claudia. C'est confirmé. Nolinor. Ah oui, Nolinor a confirmé. L'Antonov 124, c'est pour mercredi, théoriquement. Et le 225, ça serait pour vendredi ou samedi. Ça reste à confirmer. D'accord. Bon, il va y avoir du trafic dans le coin de Mirabel? Ouais. Ouais, ben là, on rappelle aux Plane Spotters, surtout comme, s'il vous plaît, là, allez pas, les champs ont été semés, allez pas marcher dans les champs, vous massacrez les cultures. Vous voulez pouvoir manger l'automne prochain pas trop cher. Pensez à pas maganer les cultures qui ont été semées, mais je leur souhaite, il va y avoir du monde. Mais... Je leur souhaite de ne pas avoir, André, tu me fais penser, j'ai eu un flash, là, je leur souhaite de ne pas avoir un voisin que j'avais quand j'habitais en campagne qui, lui, tirait au 12, mais tu sais, c'est du gros sel, là. Fait que ça fait mal. Ça a l'air que ça pince. J'en ai connu 2-3 qui se sont fait smasher shooter les mollets, puis ça brûle pas mal. Mais de toute façon, du point de vue dont parlait Olivier un petit peu plus tôt, essayez de ne pas donner un mauvais nom à l'industrie. Oui, aussi, c'est vrai. C'est un bon point, c'est vrai. Très bon point, Olivier. Et là, Nolinor avec l'Antonov 124, 2 fois le 225, on souhaite, en fait, moi et Greg, on se croise les doigts pour que l'Antonov 22 vienne faire un tour éventuellement. Oh oui, fait que là, on lance l'appel, je sais pas, je sais pas si Marco nous écoute là, ou n'importe qui d'autre, mais là, vu qu'ils ont l'air visiblement très en contact avec avec la compagnie Antonov Airlines qui opère les Antonov, là, si jamais ça vous tente d'en faire venir un petit Antonov 22 turbo propulsé avec des machines de 12 000 shaft horsepower, vous me le dites. Avec plaisir que tu l'accueillerais oui, je vais aller nettoyer, je vais aller faire un petit coup sous le pare-brise gratuitement. Excellent! Et bien, sur ces bonnes paroles, on est donc bien de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que c'est le retour du soleil qui finit par nous... Oui, il fait super beau dehors, ça fait du bien, là. Hein, André, t'es de retour parmi nous? Oh, tu revis? Good. Oui, je suis toujours là, moi. Non, mais ça t'avait mis de mauvaise humeur, la mauvaise température. On le sait. C'est ça. J'ai eu des tâches extérieures à faire cette semaine et ça m'a remis de bonne humeur. De bonne humeur. On va faire un petit tour à Renton pour pas dire grand-chose, finalement, parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose là-bas. À part que Ryanair, qui semblait avoir utilisé Airbus pour renégocier avec Boeing. Qu'est-ce que t'en penses de ça, André? Faut finir le point pour que les gens sachent de quoi on parle. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Ryanair a décidé de se retourner et de garder sa première idée qui était d'avoir des flottes 100% à Boeing. En fait, quand Ryanair a racheté Lauda Air, et Lauda Air, qui est une compagnie européenne qui a des 320 et des 321 dans sa flotte, le Ryanair s'est mis à négocier avec Airbus. Okay? Mais comment je décode le message de Michael O'Leary? Parce qu'on sait tous, on a déjà parlé dans les semaines passées, Michael O'Leary, le président de Ryanair, c'est un spécial. Et s'il y a des gens qui sont amoureux de l'aviation ou du transport aérien, qui sont des fanatiques, lui, sa passion à M. O'Leary, c'est le profit. OK? On va s'entendre là-dessus. C'est bien résumé. C'est ce qui l'intéresse. Effectivement. Alors là, probablement que depuis un an, à un moment donné, c'était à l'automne passé ou après le Bourget, il avait annoncé qu'il était intéressé à acheter des MAX 10 de Boeing. OK? Des 737 MAX 10. C'est sûr, c'est un bon temps pour négocier. Depuis un an et demi, c'est un bon temps pour négocier avec Boeing pour l'achat de 737 MAX. On s'entend que la valeur de l'avion a baissé légèrement. OK? Donc, M. O'Leary a commencé à négocier avec Boeing et il a probablement reçu une offre très généreuse de la part de Boeing pour des 737 MAX. Connaissant M. O'Leary et son front de bœuf, il a dû se revirer de bord, il a dû aller voir Airbus. Moi, tes 321, es-tu capable de me les faire au même prix que les 737 MAX 10? Pour un avion qui, lui, vole, non.
Ça, André, c'est ce qu'on appelle la méthode Labatt. As-tu déjà entendu Et parler? voilà. Ça, ça vient des cégeps, des collèges. C'est les comités étudiants, quand ils organisaient des parties. Ils allaient voir Labatt. Ils leur disaient si je t'achète, admettons, 25 caisses de bière, combien tu m'en donnes? Bon, on va t'en donner 10. Ouais. Parfait. Prenez ça. Ils allaient chez Molson. Labatt me donne 10 gratuits si j'en achète 25. Toi, tu m'en donnes combien? Moi, je t'en donne 15. Ah, parfait. Prenez ça. Retournez chez Labatt. Molson m'en donne 15. Toi, comment... Bon, mais c'est exactement pareil. Mon exemple peut sembler peut-être un peu douteux, là, mais c'est exactement ce qu'il vient de faire avec Airbus, entre Airbus et Boeing. Walmart fait la même chose. Oui, exact. Tout en Un autre très bon exemple. Tout en sachant très bien comment ça allait tourner. Ouais. Parce que, compte tenu de l'uniformité de leur flotte, ça a arrêté sur Ben, oui. Là. Fait que M. O'Leary n'est pas content d'Airbus parce que quand Airbus n'a pas joué le jeu, il ne peut pas retourner voir Boeing et dire regarde, Airbus m'a offert ce prix-là, es-tu capable de baisser dans l'industrie aérienne, moi j'appelle ça le how low can you go, tu sais. Ouais. Quand les compagnies aériennes négocient avec les fabricants, c'est how low can you go, tu sais, jusqu'où tu vas descendre ton prix. Et dans ce cas-ci, Airbus a décidé de ne pas jouer le jeu. Et M. O'Leary n'est pas content. Fait que là, il dit que même pour Loader Air, ça se pourrait qu'il vire les 320, 321, puis qu'il s'en aille avec du 737 pour Loader Air. Là, Grand bien lui fasse. Est-ce que tu penses, André, que le fait d'avoir essayé de négocier comme ça, mais on sait qu'il était déjà en discussion avec Boeing, là, j'exagère un peu, c'est sûr, là, mais tu penses-tu qu'il serait capable de gosser Boeing suffisamment puis de leur promettre, par exemple, de remplacer les 320 de Loader Air avec du 37 pour avoir les 37 MAX qui sont parqués un peu partout aux États-Unis, pour les avoir à un prix dérisoire. Tu sais, en joke, quand on préparait l'émission, on disait il va avoir ça pour 1 million chaque, mais blague à part, ça se pourrait-tu, tu penses? Moi, là, je vais te donner la situation de Boeing en ce moment. Là. Ouais. Grégory, on décide de s'associer depuis moi, puis on va partir un transporteur à rabais à Montréal. Ouais. OK? Là, on appelle Boeing, on dit, regarde, on a une incorporation en bonne et due forme. On serait intéressé à ouvrir un LCC avec vos 737 MAX. Combien vous nous payez par appareil quand on en prend un? Puis d'après moi, il accepterait. Ouais, c'est vrai. Il accepterait de parler pareil. Ouf. Bon point. Ouais, OK. Ça va super. Je d'ailleurs... donne un portrait. La situation... Non, mais tu le dis... situation d'Airbus, Présentement, c'est le 2e mois de suite sans la moindre commande chez Boeing. Oui, c'est vrai. Oui. Ça fait mal un Boeing petit peu. revit la même chose qu'Airbus à ses débuts. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on est rendu à la fin chez Boeing? Le début de la fin, oui, c'est ça, c'est cute. Il va peut-être falloir qu'ils vendent leurs avions une pièce. Combien qu'ils en avaient vendu? Là? Une pièce à Western, Northwestern ou Western Airlines? Eastern. Ouais. Eastern, ouais. Ils les avaient offert gratuitement. Ouais, les A300, ils les avaient offert littéralement. Mettez-les à l'essai pendant 6 mois, puis vous nous direz après si vous en prenez d'autres. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer. Alors, Boeing s'en va dans cette situation-là. Pour la petite histoire, là, c'était Frank Borman, l'astronaute, qui était président de Eastern Airlines. Puis qui les avait milqués Airbus. Oui, non, mais c'était n'importe quoi. Airbus couvrait la maintenance pendant ces 6 mois-là. Puis en plus, Eastern avait dit... L'avion est un peu gros, c'est pas tout à fait de ça dont j'avais besoin pour couvrir ces routes-là, et c'était fait répondre par Airbus. Si jamais tu réussis pas à remplir tous les sièges, on te les paye. Ouais. C'était n'importe quoi. Exact. Une très belle négociation, faut dire. On lui donne ça. Là. Ils ont fait ça comme un chef. Il y a encore un peu ça qui se fait avec les gens qui achètent, je sais pas si c'est encore le cas, mais les gens qui achètent un TBM 850 ou le 910, 930, 940, peu importe. Ouais. Aux États-Unis, il y a des offres du style, tu achètes un TBM, et puis la maintenance est payée pendant 1 an ou 2. Je pensais que tu allais dire qu'il y a un A300 qui vient avec. Non. Tu achètes un TBM, si tu ne remplis pas tous les sièges, on te paye. Il y a un Kodiak qui vient avec. Bon, d'accord. Okay. Mais on en est là. Fait que, et on est toujours dans la chronique de Renton. N'oublie pas, j'avais dit, moi, que le 30 juin, c'est la date limite pour Boeing pour remettre son MAX en service, ou en tout cas, au moins avoir annoncé les vols d'essai
Ouais. menant à la recertification du MAX. On est à peu près à 6-7 semaines de cette date limite-là. Et c'est le point de non-retour. Après ça, c'est fini. Là. C'est Non, des mais de toute cancellations de façon, compagnies aériennes. Spirit a déjà dit pas avant la fin de l'été. Et c'est un des mais très gros fournisseurs. T'étais à la veille Ils sont d'avoir au courant. raison, André. Là. T'étais à la veille de gagner ton pari, sérieux. Là. C'est assez Si jamais ça arrive, je sors un jingle pour Monsieur Soleil. Oh ouais! Hey! Bon, OK. Alors là, tu peux être sûr que le premier épisode au mois de juillet, tu vas en entendre parler. C'est sûr. Là, Faudrait faire un Excellent. jingle avec des chimes d'avion, là. Oui. Attends, j'ai quelque chose en banque. Là. J'ai travaillé là-dessus. OK. On a. Oh ouais. Oh oui, je crée du hype, là, puis je vais me planter. En tout cas, livraison, la bonne nouvelle de l'année chez Boeing, non, peut-être pas, là, mais livraison du 100e P8? Oui, le programme P8 Poséidon de Boeing, c'est un de leurs programmes qui fonctionne très bien. Le développement de l'avion a été très, très bien fait. Pour situer les gens, le P8, c'est l'avion qui remplace le P3 Orion dans la marine américaine et aussi en Norvège, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Corée, et l'avion était également acheté par l'Angleterre et l'Inde. L'Angleterre, depuis 2015, n'avait aucune capacité de surveillance et de patrouille maritime. Donc, justement, le deuxième vient d'arriver en Écosse le mois dernier pour commencer à patrouiller l'océan autour de l'Angleterre. Donc, c'est un 737-800 qu'ils appellent le ERX. Donc, c'est un 737-800 avec les ailes du 900 et des wingtips, les bouts de l'aile, comme sur les 777-300. Donc, pas des winglets conventionnels, mais juste une extension de l'aile encore plus en flèche. Ouais. Donc, c'est le 100e avion qui a été livré. Il y en a 94 en opération. Donc, il y en a 6 qui sont pour des tests. Et le 100e appareil opérationnel va être livré plus tard cette année. Et ils ont une autre bonne nouvelle récemment. Justement, ils ont eu un contrat de 1,5 milliard pour 11 avions supplémentaires pour la marine américaine, les Néo-Zélandais et les Coréens. Bon, on est content pour eux, hein? Oui, Oui, t'as l'air, apparemment, c'est un bon avion en plus. Tu J'en te dis doute comme pas. si c'était une surprise. Il est basé sur le 737NG. Puis ceux qui ont suivi nos discussions des derniers mois savent que on n'a pas arrêté de dire que Boeing aurait dû arrêter au 737NG. Mm. Tu sais, il y avait masteré la cellule, le airframe du 737 à son maximum. Tout était, on va dire, optimisé, parfait. Je sais que rien n'est parfait, mais l'avion était parfait. Là. Il aurait dû arrêter au NG, puis il est basé sur le NG. Fait que, ouais, ça va bien, puis on n'est pas surpris. Là. Donc, bravo Boeing. On est content. Hey, ça a l'air de la félicitation de gars qui vient de perdre, là. En tout cas. Ouais, non, mais ça se peut que je l'invite pas à prendre un café. Ouais, c'est ça. Ça fait au moins une plateforme d'avions militaires que les Israéliens pourront pas faire mieux que Boeing. Hey, c'est-tu un défi, ça? Un des rares avions de patrouille maritime à réaction qui est en développement. Le seul autre avion qui existe, c'est l'avion japonais, le P1. Oui, c'est vrai. Avec leur quadrimoteur. Puis tu sais, quand tu dis, petite parenthèse, là, c'est un très bon point que tu soulèves, Olivier, parce que cet avion-là de patrouille maritime entièrement japonais, là, puis vous allez comprendre pourquoi je dis entièrement japonais, c'est que c'est pas juste une question de dire on a designé et assemblé un avion au Japon pour supporter notre industrie. Ils ont même développé les moteurs pour. Il n'y a aucune réutilisation de technologie. Puis ils ont réussi à sortir ça en moins de 40 ans. OK, on va dire de base, parce que probablement qu'Olivier a en tête certains systèmes de surveillance, radar, quoi que ce soit, qui ont été achetés. Oui, OK. Je pense même pas. Il faudrait regarder. Les Japonais sont assez forts. Ils sont capables de faire n'importe quelle électronique de toute façon. Là. Ouais. Je suis même pas inquiet qu'ils ont fait dans le cas du P1, c'est un avion qui est entièrement en dehors du traité ITAR. Oui. Fait que c'est, parce que tant qu'à faire, tu ne veux pas le mettre au 1/22e là-dedans. Là. Non, mais tu peux pas. C'est tout ou rien. Fait que justement, en fait, tu le rentres pas là-dedans pour un petit morceau. Là. Exact. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut être problématique, là, parce que des fois, tu peux avoir juste une puce qui est à elle et ITAR, puis t'es jammé. Là. Ben, ça t'apprendra. On en reparlera. Mais fait que oui, c'est donc très bon point, Olivier. Donc, parce que c'est un programme qui est 100% local, mais 100% jusqu'au moindre petit bearing. Là. Ben, ça peut rendre les choses un peu difficiles pour les clients. Là. Mais en fait, ils essayent de le vendre, mais c'est ça le problème, c'est que tu es obligé de faire affaire avec eux autres pour tout, incluant les moteurs, tout est japonais.
Fait que les gens qui veulent un avion de patrouille maritime ou de surveillance maritime, la distinction, c'est que la patrouille maritime est armée, la surveillance, c'est juste des capteurs. Ouais. Donc, ils ont le choix du P8, ils ont le choix du P1 de Kawasaki ou les produits chez ATR, le P72, qui est lui disponible en MPA et en MSA, et aussi également Airbus avec le CASA 235 et le CASA 295 Ouais. ont aussi des solutions de MSA, MPA. Mais dans les deux derniers cas que tu nous as donnés, Olivier, on est limité en range, par exemple. Oui, c'est ça. C'est des avions turbopropulseurs en Europe. C'est des avions qui vont quand même rester... c'est très bons avions pour la Méditerranée, par exemple, ou les côtes de l'Atlantique. Mais un pays, exemple, si on prend le Canada, on vient de mettre à jour nos CP140 avec la configuration Block 4 récemment. Ouais. C'est d'ailleurs un de mes amis qui était Chase Pilot pour le vol d'essai à Greenwood. Dans notre cas, on a trop de côtes à surveiller pour des avions, des petits avions. Le remplaçant du Aurora serait probablement un P8, mais par le temps qu'on va être prêt à aller commander, le P8 sera plus en production, donc ça reste à voir. Oui, ça va tellement vite au Canada. On va sauter 3 générations, comme d'hab. Oui, à peu près. Ils ont seulement 25 ans, les Aurora, c'est ça, hein? Ah, plus que ça, les Aurora sont arrivés les années 80. C'est encore pire. Ils ont juste 30 ans. Super. Au Canada, c'est pas vieux. Ben, si c'est années 80, on se rapproche plus du 40, André, que du 30. Là. Je sais de quoi je parle. Ouais. Moi aussi. Je te garantis, André. Le 40 s'en vient. Mais j'apprécie beaucoup, André. C'est généreux d'avoir essayé de rajeunir l'âge de la flotte et le mien par le fait même. Mais restons un petit peu en défense. Là. Bronco 2 pour les forces spéciales. C'est quoi ça, Olivier? Ouais. Le Bronco 2. Êtes-vous familier avec le OV-10 Bronco, l'avion qui était utilisé par les Marines au Vietnam? Oui. Donc, c'est un avion qui est... Attaque au sol? Oui, attaque au sol, reconnaissance. Donc, 2 sièges en tandem, 2 moteurs Garrett extrêmement bruyants. Oui. On peut penser que c'est avec ça que faisait peur à l'ennemi, avec juste le bruit des moteurs. Un avion bipoutre. Donc, le Bronco 2, c'est un avion qui vient de l'Afrique du Sud. Le groupe Paramount qui ont développé un avion qui ressemble à un Bronco, justement, mais monomoteur avec juste un moteur à l'arrière du fuselage. Ouais. Et les forces spéciales américaines, le fameux SOCOM, le Special Operations Command, veut remplacer ces PC-12. Ils utilisent les PC-12 pour surveiller leurs troupes au sol avec une caméra, probablement une Westcam MX-15 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ils surveillent, voir ce que leurs collègues au sol font avec ça, mais ils ne sont pas armés. Donc, s'il y a des méchants qui s'approchent, ils sont pas capables de répliquer. Ça prend soit un drone comme un MQ-9, un Reaper ou un avion ou un hélicoptère pour venir dans les parages pour venir casser le party des méchants. Donc là, ils veulent remplacer ça par un avion armé. Et dans le contrat, on a le fameux Bronco 2 qui est offert, un nouvel avion qui d'ailleurs c'est un PT6. Donc on va souligner le fait que c'est un excellent moteur canadien qui est là-dedans. Ouais. Et les concurrents, en fait, pour ce contrat-là, tous les avions qui sont proposés ont des PT6. Donc c'est pas compliqué. C'est super. Donc ça ne peut que bien aller. Oui, donc les concurrents, on a le Tucano, le A29, on a le AT6 de Beechcraft. On a les 2 avions, les espèces d'avions bizarres, les avions d'épandage transformés en avions d'appui d'attaque au sol, oui. le Iomax Archangel et le Air Tractor 802. Ouais. Vous irez Et voir on a ça également vaut la peine. 2 avions réaction, l'Aero Vodashodi L159 et le Scorpion de Textron. Ouais. Qui sont en liste pour remplacer ces avions-là. Et tout ce beau monde-là est propulsé par des PT6. Sauf les 2 jets. Okay. Non, en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le cas du Textron, le Scorpion, c'est des JT-15. Fait que c'est du Pratt Canada quand même. Mais ça, c'est pas des Williams? Aux dernières nouvelles, l'avion d'essai a été propulsé par des JT-15, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont switché à du Williams après? Ça se pourrait. J'avoue, je l'avoue, je n'ai pas revérifié. Mais l'avion d'essai, sûr et certain, parce qu'on en avait entendu parler, parce qu'on avait dit JT-15 encore? Eh oui, le bon vieux JT-15 est toujours là. Hey, mais quand même, il y a quelqu'un chez Pratt qui doit se frotter les mains actuellement. Il y a un appel d'offres chez un client, puis t'es sûr, toi, d'avoir le contrat. T'es sûr d'avoir quelque chose quand même. Tu sais. Greg, je ne vais pas te casser ton party, mais le Scorpion, il y a des TFE 731 comme un Learjet. Ah, Berk. Bon, ben... Bref, tu viens de me casser, les mains, tu viens de me casser tout. Le party, les les genoux, les jambes, tout. Ouais, mais regarde, donc, si on dit que GE a encore du travail à faire avant de rattraper le PT6, c'est pas du chauvinisme, hein? C'est la réalité. C'est encore le moteur, la turbine. Oui, pour plusieurs raisons, puis on en a souvent parlé, mais c'est pas juste une question d'arriver avec de la technologie nouvelle et tout ça. C'est un design qui a été prouvé, maintenabilité. Les gens,
tu jases avec beaucoup d'opérateurs. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Là. Les gens qui nous écoutent, là, faites juste penser aux opérateurs qu'on a au Québec. OK? On va juste se concentrer au Québec. Là. Fait que là, vous prenez tous les Propers, il y a Chrono, il y a Max Aviation, tu as aussi Pascan Aviation. Là, je ne sais pas s'il leur reste encore des PC-12, là, mais tout ça, là, tous ces opérateurs-là qui opèrent encore du PT6, ils te diront que le moteur est peut-être pas parfait, mais il est éprouvé, on le connaît. C'est de la mécanique que tout le monde a travaillé sur du PT6. Tout le monde connaît cette machine-là. Tout le monde connaît ses petits bobos, ses petites affaires. Comment la consommation d'huile. Tout le monde a la bonne clé pliée. Mais oui, tout le monde. Exactement. Donc, puis par rapport à ça, cette utilisation-là, tu as toi aussi le réseau de support. Qui, malheureusement, pour Pratt, bon, tu as Pratt pour te supporter, bien évidemment, mais tu as tout le réseau de Grey Shop, de shop à côté qui peuvent te supporter au niveau des pièces. Il y a tout ça aussi qui est à prendre en ligne de compte. Je le sais que tu parles d'un de tes grands amours, là, mais oui. je vais te couper parce qu'on parlait du Bronco. Oui, mais sur les Broncos, il y a potentiellement un PT6. Donc, je vous disais que le PT6 est un très bon moteur. T'es pas en train de me dire qu'on a dévié du sujet principal. Ça se peut pas, ça nous arrive jamais. Il y a une digression. Impossible. Jamais. Mais en fait, je répondais à ta question, André. Personne n'a posé de question. Que pourquoi que... Oui, c'est vrai. C'est ma faute. Ça, c'est chiant. C'est ma faute. Pardon. C'est pas vrai. OK. Bronco. Est-ce qu'il nous restait des choses à dire là-dessus, Olivier, ou j'ai cassé tout le monde pour rien? La plupart des contenders sont tous Je peux ajouter que le marché potentiel des 75 avions pour les forces spéciales. Je peux rajouter que les forces spéciales en question, c'est les Delta, les SEAL, comme ceux qui sont allés chercher c'est un bien grand mot, le Ben Laden, le 24e escadron tactique de l'armée de l'air américaine. Et cet avion est quand même assez bien armé. On parle d'un canon de 20 mm de 6 pylônes avec 500 livres d'emport de charge. Et quelque chose qui est intéressant sur cet avion-là, vous irez voir, on va vous mettre un lien. Il y a la section entre le cockpit et le moteur. C'est une soute qui peut être enlevée en 2 heures et remplacée. Donc, il y a un module de reconnaissance qui peut être changé pour un module d'attaque ou un module de peu importe. Et il mérite environ 1760 livres là-dedans. Okay. Donc, beaucoup d'équipements qui peut aller là. Ça peut être probablement du carburant aussi pour augmenter le temps en station. Et ça prend quelques heures à changer. Intéressant. C'est rare qu'on ait des nouveaux avions qui arrivent dans le portrait. Là. C'est intéressant. Justement, c'est le fun d'en parler là, versus un Tucano que ça fait l'éternité que c'est là ou le PC9/JPAT/T6/AT6. Oui, effectivement. Donc, PC9 revisité par Textron. D'accord. Ouais. OK. Passons, là. On a été faire un tour à Renton. On est allé en défense. On a parlé du PT6. On en a parlé. Check. OK, parfait. On a parlé du PT6. Et là, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce qui se passe avec la crise puis qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau du support aux entreprises en aéronautique, tant les opérateurs que les manufacturiers. Donc, on a vu déjà un mouvement assez fort au Canada parce qu'on a appris la semaine passée que les compagnies aériennes canadiennes ainsi que les grands manufacturiers aéronautiques tomberaient probablement sous la coupe de l'aide aux grandes entreprises qui ne visent pas spécifiquement l'aéronautique, donc qui ferait aussi qu'il n'y aurait pas de conditions particulières à l'aide à ces compagnies-là, comme par exemple l'aide financière ne forcerait pas les transporteurs Transat, Air Canada et autres à rembourser les passagers qui ont vu leur vol être annulé. OK, là, ça nous prend une clarification, André, là, parce que c'est compliqué, ce sujet-là. Mm-hmm. Ce fameux remboursement. Okay. Ben, en fait, comme a soulevé Claudia, en ce moment, il n'y a pas de programme d'aide spécifique à l'aviation et à l'aéronautique. C'est juste des programmes généraux. C'est du mur à mur. Okay? Pour l'économie, là, toutes les industries sont visées par les programmes qui ont été développés par le gouvernement canadien. Il y a en Europe, les compagnies aériennes, là, on met ça de côté maintenant, on fait une pause là-dessus, et là, on va du côté du dépôt ou en fait de rembourser les passagers. Quand vous achetez un billet d'avion, vous payez d'avance, et souvent, si vous voulez changer le vol, il n'est pas... avant COVID-19, si vous vouliez changer de vol ou déplacer la date, il y avait des frais. Là, circonstances COVID-19, les compagnies aériennes ont commencé à
jeter du lest. Puis maintenant, les billets, tu as 2 ans. Tu peux changer la date de ton billet jusqu'à 2 ans après la date du départ prévue. En Europe, les gouvernements ont statué, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers plutôt que de juste déplacer ou changer les dates. C'est ce qui se fait aussi maintenant aux États-Unis, c'est le remboursement des passagers. Le Canada, à ce stade-ci, fait office solitaire dans cette démarche-là pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore exigé des compagnies aériennes qu'elles remboursent les passagers. Il y a des recours collectifs qui ont été déposés contre Air Canada, entre autres, afin de pouvoir obtenir le remboursement. Comme il n'y a pas de programme spécifique pour les compagnies aériennes, en ce moment, le gouvernement canadien n'a aucun levier, aucun rapport de force avec les compagnies aériennes pour dire, ben, regarde, je vais t'aider, mais tu vas rembourser tes passagers avant que je te fasse un chèque, là, tu vas rembourser tes passagers. Donc, il n'y a pas ce rapport de force-là. Et il y a beaucoup de gens qui font la condition ou l'obligation de rembourser les passagers devrait faire partie des conditions pour une aide spécifique à l'industrie du transport aérien. Personnellement, je suis d'accord avec le fait que les compagnies aériennes devraient rembourser les passagers. On est dans des circonstances plus qu'exceptionnelles et c'est pas vrai que, par exemple, si tu avais... Madame, je vais te donner un exemple. Tu as négocié un forfait avec Transat au mois de mai à Cuba au mois de mai. Et évidemment, ton vol a été annulé, ton forfait est annulé. Et là, Transat te dit, ben, tu peux le reprendre au mois de mai 2020. Oui, mais au mois de mai 2020, qu'est-ce qui me garantit qu'on va être sorti des mesures de confinement puis que ça va être un retour en normal? Transat, Air Canada ne peut pas garantir aux passagers qu'ils auront le même privilège, exactement le même forfait dans les mêmes conditions. Parce que si moi, j'ai acheté un forfait pour moi, pour mes enfants puis mes petits-enfants, puis que je voulais aller en vacances à famille, qu'on se retrouve à Cuba puis qu'il faut qu'on garde 6 pieds de distance tout le monde, là, je regrette, mais c'est pas le même forfait, c'est plus les mêmes conditions. Donc, les compagnies aériennes ne sont pas capables de garantir aux passagers qu'ils vont avoir les mêmes avantages ou les mêmes... Puis il y a quelque chose qui est important de souligner, André. J'ai lu ça en préparation d'émission cette semaine. Il y a aussi le fait que les compagnies aériennes ne peuvent pas et ne pourront pas te garantir que ta destination, puis là, moi, de ce que j'ai lu, on faisait clairement référence à Cuba. Cuba qui souffre beaucoup en ce moment dû à COVID, là, mais surtout au fait qu'ils ne sont pas capables, ils ont de la difficulté à gérer la pandémie et à prendre action parce que par manque de ressources, manque de ressources monétaires. Est particulièrement isolé présentement. Mais oui, parce qu'en plus de ça, eux autres, une grosse partie de l'argent de leur budget national dépend du tourisme. Donc, ils ont de la difficulté à lutter contre la COVID parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire monétairement parlant, parce qu'il n'y a pas ces ressources-là. Donc, ton point, c'est qu'ils ne seraient pas prêts à accueillir du monde l'an prochain. Exactement. Donc, si nous, au Canada, on sort du confinement puis que tout va bien, comment tu dis des fois, là, tout va bien, Madame la Marquise, là? Ça ne veut pas dire que si nous autres, ici, tout va bien, on est en contrôle et on se contrôle, donc c'est numéro 1. Ça ne veut pas dire que le Mexique, Cuba et toutes ces petites îles-là vont être prêtes à nous recevoir à nous. Là. Absolument. Ouais, vas-y, André. Les compagnies aériennes ne sont pas capables de garantir le service aux passagers. Et là, on est dans une situation de crise. Et qui doit subventionner les compagnies aériennes? Est-ce que ce sont les passagers, via le dépôt qu'ils ont fait à l'avance, qui doivent subventionner les compagnies aériennes? Parce que là, ça soulève cette... Clairement, on est en train de se financer sur le dos des contribuables. Il y a zéro doute là-dessus. On en a déjà parlé. Tu avais les chiffres de ça, André. D'ailleurs, on pourra faire le lien dans l'épisode qui avait couvert ce sujet-là dans les notes de cet épisode-ci. Parce qu'on avait vraiment donné les chiffres intéressants sur combien des liquidités actuelles des compagnies aériennes canadiennes dépendaient des billets actuellement annulés. Puis c'était comme 3/4. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Donc, c'est sûr que si on a besoin de rembourser, ça va faire très mal.
Ceci dit, ce que j'ai obtenu comme information, moi, auprès de... J'ai parlé à des gens, je peux pas nommer les gens parce qu'ils m'ont dit non, ne nomme pas, mais il y a 2 associations au Canada qui représentent les compagnies aériennes. Mm-hmm. Il y a l'ATAC, l'Association du transport aérien du Canada, qui en général représente toutes les compagnies, à l'exception de Air Canada, WestJet, Air Transat et Sunwing, qui, elles, ont une association juste pour eux autres qui s'appelle l'Association des lignes aériennes canadiennes, OK? Donc, il y a ces 2 associations-là. Ces 2 associations-là se sont parlé depuis le mois de mars. Elles ont travaillé de façon conjointe afin de rencontrer le ministre des Finances, en tout cas des gens au gouvernement à Ottawa, afin d'établir un programme spécial d'aide pour l'industrie aérienne. Ils étaient prêts à parler, à aller exprimer quels sont leurs besoins. Ils ont eu 0 rencontre avec le gouvernement fédéral. En fait, je sais que je peux certifier que pour l'Association des transporteurs aériens du Canada, le gouvernement libéral n'a jamais répondu aux demandes. Ce qui est quand même étrange pour une industrie aussi stratégique. Et voilà, c'est moi quand j'ai appris ça, moi j'étais flabbergassé de voir que le gouvernement fédéral n'a pas répondu à l'industrie du transport aérien. Puis donc jusqu'à tout récemment, on peut dire que le gouvernement fédéral n'avait pas l'intention de mettre sur pied un programme spécifique pour l'industrie du transport aérien. C'est même très inquiétant pour l'industrie. Je la comprends pas. Si même aux États-Unis, on commence à parler de quelque chose comme ça, tu sais, on en a déjà parlé. Il y a des aides qui visent spécifiquement les transporteurs. Il y a des aides qui visent spécifiquement les entreprises qui supportent la défense, dont, bien entendu, des manufacturiers en aéronautique. Mais là, on parle même, et là, mettons ça en perspective, là, chers auditeurs, on parle des États-Unis, là. Ouais. La réglementation ou la loi qui est mise de l'avant actuellement par 2 sénateurs américains, c'est une loi qui ferait que le gouvernement américain financerait jusqu'à 50% des salaires des personnes qui sont à risque d'être éliminées de manière permanente en aéronautique en conséquence de la crise actuelle. Le gouvernement, je vais le répéter parce que c'est important, payerait des salaires. Le gouvernement américain, là. Et ici, on s'en occupe pas. C'est le monde à l'envers. Oui, c'est... L'une des grandes déceptions de la dernière campagne électorale ou du résultat de la dernière campagne électorale au Canada dans le transport aérien, quand l'industrie du transport aérien a su que Marc Garneau était renommé ministre des Transports, moi, je peux te dire qu'il y a bien des gens dans des compagnies aériennes qui ont dit « Ah non, pas encore lui ». Je dois avouer que... Mais tu as raison, André. Mais ça a l'air d'être l'éloge de l'inertie actuellement du côté du bureau de ce ministre-là. Je suis vraiment... personnellement, là, je suis vraiment déçu. Je te rejoins là-dessus, André, parce que j'en ai beaucoup entendu... Ben, beaucoup. J'en ai entendu parler également de ce... On comprend pas, on pensait... tu sais, un petit peu, si tu veux faire un parallèle, André, là, c'est un petit peu le même principe que quand on a nommé, là, je me risquerai pas à nommer son nom, mais le ministre actuel de la Défense, qui est d'origine indienne, si mes souvenirs sont bons. Arjit Singh. Oui, je me rappelle qu'on s'était relativement quand même assez réjoui d'avoir quelqu'un qui n'est pas parfait, mais qui au moins connaissait un peu plus la réalité, le terrain. On sait qu'il y avait eu des photos partout, là, qu'il avait été en Afghanistan, puis qu'il connaissait la réalité. Il ne pourrait pas faire de miracle, mais il savait de quoi il parlait. On avait eu un petit peu le même son de cloche avec Marc Garneau, que quand il avait été nommé, on s'était dit, bon, c'est un astronaute, c'est un ancien militaire, ou également, un ancien officier de la marine canadienne. On s'était dit, écoute, c'est quelqu'un qui, tu sais, il peut pas dire qu'il connaît pas ça, là. Il a été pilote, il est allé dans l'espace, il sait de quoi on parle, il y a un champ quand même assez large de tu sais, c'est un peu jack of all trades, mais au moins il serait capable d'avoir de la discussion, d'engager la discussion un peu avec tout le monde. Puis on a vraiment senti cette déception de plusieurs groupes à travers l'industrie qui se sont dit, et moi le premier, je m'attendais à un petit peu plus de M. Garneau à ce niveau-là, un peu plus de proactivité, un peu plus de
de réponse ou du moins de tentative, là, il se passe Le rien. leadership. Oui, là, tu sais, je veux dire, même si tu me dis, ben oui, mais tu sais, c'est pas parce que je m'appelle Marc Garneau que je vais être capable de faire des miracles. OK, je comprends ça. Ouais, mais ça Mais veut y a pas pas de dire, débat. mettons, que tu arrives avec une décision de support à l'industrie immédiate, mais refuser une rencontre, Ouais, c'est un peu niveau Ben, zéro, là. j'ai un peu de misère Ben, avec ça. C'est sûr que tu crées des quand- attentes en acceptant une rencontre, là, on s'entend, là, mais Oui. quand même. Ouais, écoute, quand Marc Garneau a été nommé ministre des Transports en 2015, normalement, quand la journée de sermentation des ministres, le premier ministre donne un mandat à chacun de ses ministres. OK? Vois-tu ce que je m'attends à ce que tu fasses? Dans le premier mandat de Marc Garneau, il n'y avait aucune mention sur l'aéronautique et le transport aérien. OK? Puis quand les gens, quand l'Association des transporteurs aériens du Canada a rencontré le cabinet du ministre, ils ont souligné ça. Et là, il y a un petit comique aux communications au bureau du ministre qui était dit, oui, mais vous savez, c'est parce que c'est tellement important le transport aérien que c'est implicite, on n'a pas besoin de le nommer. Les gens de l'industrie du N'importe transport quoi. aérien disent, regarde, Ouais. on a-tu l'air À junior à d'autres. ce point-là? Ouais. Ça, c'est un petit peu comme raconter ça la à quelqu'un d'autre, stratégie, la stratégie aérospatiale au Québec. Tu sais, une vraie stratégie Ouais. sur papier, on l'attend toujours. On en a une. Ah On oui, en a oui. une, mais elle pourrait être bonifiée. Mais ça, c'est un sujet, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus. Ouais. Pour revenir à ça, donc, c'est déplorable de voir qu'on n'a pas de stratégie, effectivement, d'intervention avec l'industrie du transport aérien, parce que au-delà d'Air Canada, puis de WestJet, puis de Transat, il y a des transporteurs... pense en Ontario puis dans l'Ouest canadien, Bearskin Airlines. Pense à ici, on les connaît. T'as Air Inuit, t'as Air Québec, t'as Nolinor aussi. Propre Tous ces transporteurs-là jouent un rôle essentiel pour desservir le Nord canadien. Ouais. Et comment tu peux pas imaginer laisser tomber ce secteur-là? C'est impossible. Il y a des communautés nordiques qui vont souffrir, et quand on parle de souffrir, là, c'est pas au sens figuré, mais André, c'est au sens propre. on dirait le jour de la marmotte. Là. On dirait le jour de la marmotte. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle d'une façon directe ou indirecte. Là. Sincèrement, entre toi et moi, André, là, y a-tu quelqu'un au Canada, là, pas juste au Québec, là, au Canada, qui ne sait pas que ces acteurs-là, que ces joueurs-là sont essentiels au développement des régions. Écoute, c'est pas moi qui l'ai découpé, le pays. Là. Il est grand comme ça, puis il y a du monde partout sur le territoire. On a besoin de ces services-là. Qui sait pas ça? Au-delà de ça, il y a un rapport intéressant qui est sorti la semaine dernière, je crois, André, Oui, à propos de oui. comment est-ce qu'on devrait calculer l'apport au collectif de domaine, de n'importe quel domaine. J'avoue que c'est effectivement comment tu le quantifies, entre autres. Eux Oui, disaient, exact. entre autres, on ne doit plus calculer seulement le nombre d'emplois en termes de quantité, Absolument. la question de la qualité, de comment ça appuie stratégiquement les objectifs des communautés, etc. Ça, c'est aussi important, sinon plus. Ouais. Donc, on s'est mis à se dire, on se calme un peu avec le manufacturier, on va regarder c'est quoi la qualité des emplois, c'est quoi l'apport stratégique du secteur à l'économie canadienne, comment est-ce que ça supporte les communautés, quel genre de qualité d'emploi on a dans ces compagnies-là, etc., etc. Et l'aérospatiale est sortie très, très élevée quand on calcule avec des objectifs comme ça qui sont un peu plus complexes, mais un peu plus réalistes. Oui. Oui, un peu plus réaliste, parce que l'aérospatiale, en fait, là, il avait nommé les 13 critères là, pour définir une industrie stratégique. Mm-hmm. Je vais te les défiler un après l'autre, les 13 critères. Absolument. Il y a le poids économique, donc ça, c'est le nombre d'emplois. Au Québec, c'est un emploi sur 80, puis dans la région de Montréal, un emploi sur 52. Le potentiel de croissance. Bon, écoute, on s'entend que pour les 2 prochaines années, c'est faible, mais je tiens à souligner qu'en 2019, la croissance de l'industrie aérospatiale, ça avait été de 19 % par rapport à 2018. OK? Ouais. Ça compense pour les années que... Oui. La résilience. Puis ça, on pourrait parler de la 220. Est-ce que le programme A220 va survivre, va passer à travers? On commence à avoir des indicateurs que oui. Une industrie fortement exportatrice. Écoute, plus de 90 % des industries du secteur aérospatial au Québec
exporte. Il n'y a aucun domaine qui exporte autant que l'industrie aérospatiale en termes OK? Domination en recherche. Les 3 plus grosses compagnies de recherche et développement au Canada, les 3 plus grosses compagnies de recherche au développement qui investissent le plus dans la recherche et développement au Québec, c'est des compagnies de l'aérospatiale. C'est un secteur qui innove, qui fait constamment de la recherche. Ça prend un canal d'investissement pour l'investissement. Donc, il faut qu'il y ait déjà des voies pour l'investissement puis la productivité. Et quand on parle de productivité ici, on parle de productivité en termes de PIB. C'est-à-dire que combien par travailleur, combien de milliers de dollars de PIB ça apporte un travailleur dans l'aérospatial? L'aérospatial est au-dessus de toutes les autres industries québécoises en termes de PIB produit par travailleur. C'est ça qu'on vient de dire. Ça prend de la main-d'œuvre, ça prend de qualité et en quantité, ça prend du talent stratégique. On a ça dans l'aérospatial. Un levier pour l'éducation. Donc, est-ce qu'on a des écoles qui forment du monde dans ce secteur-là? Oui. OK? Puis, malheureusement, on manque d'entreprises privées qui forment du monde dans ce secteur-là. Exact, Claudia puis Greg? Oui. On pourrait en on parler. n'en manque pas nécessairement, mais elles sont mal connues. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un secteur qui a un effet structurant pour l'économie? Et là encore, on revient au fait qu'un emploi sur 52 dans la région de Montréal est dans l'aérospatial. Donc, c'est un secteur structurant. Le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État peut jouer un rôle ou aider cette industrie-là? Visiblement que oui. Ça s'est déjà fait dans le passé, ça se fait encore. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la participation de 25 du gouvernement du Québec dans la 220. Là, on a amené un secteur, mais on a relativisé un peu l'inclusion. Est-ce que c'est un secteur qui prône l'inclusion ou qui est capable de s'ouvrir à tous les citoyens? OK? On parle de ça, d'inclusion, de diversité. Ouais. OK? Je peux vous le dire, moi, on le voit dans l'aérospatial, la pénurie de main-d'œuvre. Les gens ont perdu le luxe d'être discriminatoires quand la pénurie de main-d'œuvre Même est arrivée. s'ils voulaient ne pas ça être s'est fait. inclusif. Ouais. Il n'y avait pas le choix. La durabilité. Est-ce que cette industrie-là va durer? Est-ce qu'on est à la fin de l'industrie aérospatiale ou ça va être encore en place dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Alors, voici les 13 critères d'évaluation d'une entreprise ou d'un secteur, d'une industrie stratégique. Et l'aérospatiale répond à pratiquement tous ces 13 critères-là. Ouais. Et c'est pour ça que cette étude-là, qui a été commandée par l'Institut du Québec, suggère qu'on définisse un programme d'intervention spécifique pour l'industrie aérospatiale. Il y a un deuxième rapport qui a été publié, une deuxième étude qui a été publiée en même temps. Et cette deuxième étude-là constate l'absence du fédéral dans l'intervention ou de Ils ont fait politique une étude pour fédérale en Il manque industrie de aérospatiale. leadership au Canada. Manque de leadership flagrant, alors ouais. qu'on a une industrie qui est florissante, qui Il y a a tellement été de florissante. potentiel. Je pense que la frustration, elle vient de là, André. Ça se résume un petit peu. Je pense qu'on pourrait résumer ça un peu à... Actuellement, dans l'industrie at large, tant au niveau de manufacturing que des opérateurs, il y a de la frustration, beaucoup de frustration. Puis, Oui. puis je pense que ça va chercher les racines là, de cette frustration. Vient entre autres, puis ça rejoint Claudia ce que tu disais, c'est il y a un manque de leadership, il y a un manque de... Il n'y a pas de capitaine. On va employer un terme que tout le monde va comprendre et une belle analogie au nautique. Il n'y a pas de capitaine. C'est vrai, je sais pas, en ce moment... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Comment il dit, là? What's your vector? Ouais. Mais tu sais, J'ai parlé... Ouais, vas-y, André, excuse-moi. J'allais dire, j'ai parlé de ça de cette étude-là vendredi dernier avec la présidente d'Aéro Montréal, Mme Suzanne Benoît. Ouais. Puis là, j'ai lancé, j'ai dit l'absence du fédéral. Je dis, est-ce que ça serait pas mieux pour Québec de dire, ils viendront pas, ils s'en mêleront pas anyway, puis on décide d'agir nous autres-mêmes au Québec. Mme Benoît a dit, ouais, mais elle dit, le fédéral a quand même un rôle à jouer important, surtout quand c'est le temps au niveau des organismes internationaux, des choses. Le fédéral a un rôle à jouer. Elle a dit, on a une fenêtre d'opportunité pour que le fédéral se réintéresse
à l'industrie aérospatiale parce qu'ils ont créé le Conseil stratégique des industries. C'est-à-dire que il y a une semaine, il y a 10 jours à peu près, le premier ministre du Canada a annoncé la création d'un comité qui allait se pencher sur les industries stratégiques au Canada afin de voir à mettre des programmes spéciaux. OK? Hey, même l'intervention de M. Charest n'avait pas été suffisante pour que ça se fasse. Ouais, Une bonne crise. Ça avait déjà été discuté. C'est le moment ou jamais. Oui. Et ce que j'ai soulevé à Mme Benoît, je dis, on s'entend, il y a une opportunité, mais on n'a pas 8 mois pour agir, trouver, identifier un programme, puis comment on va aider l'industrie aérospatiale. C'est long, ce genre de démarche-là. Ça, j'ai dit, puis là, j'ai soulevé, j'ai dit, le problème, c'est que si le fédéral ne se développe pas d'industrie aérospatiale ou de stratégie aérospatiale, j'ai dit là, ça va être au chacun pour soi dans les provinces et au plus fort la poche. C'est clair. Au Québec, ça va être compliqué. Alors, Québec va être dans les semaines, là, d'ici 2 mois, on va avoir une politique d'intervention au Québec. OK? Et cette politique-là risque de faire en sorte que des compagnies canadiennes vont déménager, vont partir d'ailleurs au Canada pour venir s'établir au Québec parce qu'on a déjà, déjà 50% de la grappe. Puis si on réussit à bien structurer notre aide sans aide du fédéral, sans intervention du fédéral, bien, il y a des provinces qui vont échapper à la balle. Puis il va y avoir des mouvements parce qu'on a déjà 50% de l'industrie canadienne. Le seul programme d'avion qui marche bien au Canada en ce moment, c'est l'A220, qui marche bien, qui marche un peu. On se calme, monsieur Allard, s'il vous plaît. Hein? On irait à l'encontre de l'exode auquel on assiste traditionnellement. Oui, ça serait quand même incroyable, mais ça se peut. Oui. Mais alors, le danger pour le fédéral, c'est de foutre la chicane entre les provinces. S'ils s'en mêlent pas, ben, tant pis, mon gars, on va faire nos affaires, puis tu régleras les chicanes après, ça va être ton problème. Alors, on s'enligne, si le fédéral ne s'en mêle pas, on s'enligne pour des problèmes de relations entre les provinces. Mais c'est une autre histoire, ça va prendre un certain temps avant de s'établir. Mais ce qui est clair, c'est que Québec ne peut pas attendre au mois de décembre après M. Garneau, puis après Jack Metzing aussi. Pas Jack Metzing, j'oublie le nom du ministre de l'Industrie du Canada. Ça, c'est ONPD, ça. Olivier? Attendez un peu, je vais aller vous chercher ça, là. J'oublie son nom. Il est pas bon de même naturel, c'est Google. Non. Ben, le ministre de la Défense, c'est sûr qu'il le savait, là, mais honnêtement, André, je vais rester poli. Et si quelqu'un connaît Justin Trudeau... Navdeep Bains. Oui, c'est vrai. Navdeep Bains. Ça, c'est le ministre de l'Économie. De la réponse démagogique. Démagogique, bien sûr. Démagogie. Je suis fatigué. Diplomatique. Déjà. Diplomatique. Ouais, alors, M. Bain est un maître de la démagogie. Si tu veux faire fuir les journalistes à une conférence de presse, tu invites Marc Garneau et Navdeep Bain comme orateur. Puis t'es sûr qu'il n'y a aucun journaliste qui va se présenter parce qu'on sait qu'on n'aura pas de réponse à aucune question. Okay. Ça va faire comme Steve Trimble qui a regardé la conférence de président Trump et qui comprenait absolument pas ce qui se passait puis qui a dit « OK, moi, je m'en vais prendre de la bière » ou quelque chose de même. Exactement. Oui, exact, oui. Exactement, j'ai vu le... Je fais ça sur Twitter en temps réel, puis en direct, puis t'es comme alors, moi je m'en vais, là, ça n'a aucun sens. Quelqu'un fait pas un résumé, je vais lire ça demain. Là, non. Puis, non, mais le résumé, c'est si on n'avait pas autant de tests, on n'aurait pas autant de malades. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ben, c'est la conférence qui va annoncer leur nouveau missile qui allait super vite, le Super Duper missile. Là. Ouais. Oui. Enfin. Mais t'as entièrement raison. Blague à part, André, t'as entièrement raison. Il y a... sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends tout à fait. Les gens qui vont nous écouter vont dire c'est sûrement pas vous, Aéropod, qui allez régler ça, ce problème-là, avec votre petite émission. Oui, je comprends ça. Mais quand même, en tant que citoyen, là, je peux quand même dire que ça m'interpelle. Puis je ne comprends pas que... Je comprends pas qu'on ait besoin d'en parler. Tu sais, tout ce dont tu as parlé, André, là, qui est tout à fait pertinent, là, de justifier c'est quoi l'industrie. On ne devrait pas avoir cette discussion-là. Voyons donc. C'est incroyable. On devrait déjà être en mode solution. On devrait déjà être en train
distribuer les programmes et ou de faire le tour de l'industrie, d'avoir déjà ramassé des acteurs importants. On devrait déjà être rendu au 8e meeting, tu sais, là. Puis Écoute, je comprends pas. Là, sincèrement, là, je le dis à la blague, là, mais Justin, je ne comprends pas. T'es cute avec ta petite barbe? Là, bien répondre à nos questions, Justin. Ouais. Ça aussi. Fait qu'on lance l'invitation. Justin, si tu nous écoutes. Si vous connaissez Je vais y aller avec, quelqu'un, comme d'habitude. Ouais. Je vais y aller avec une dernière chose sur l'industrie, là. Ouais, vas-y. OK? Là, on a appris que, enfin, jeudi, je pense, ou vendredi passé, on a appris que le rapport de l'Office du transport sur l'acquisition d'Air Transat par Air Canada est arrivé sur le bureau du ministre, Okay. avec les recommandations. La brique de 500 pages. Okay. Moi, je vous garantis que Garneau, là, avant qu'il prenne une décision là-dessus, là, ça va avoir, son temps de réflexion va être équivalent au temps d'un séjour dans la station spatiale, tellement il n'est pas capable de prendre de décision. Fait qu'on peut penser que ça va prendre 250 jours avant qu'il se branche. Eh boy, la transaction attend de tomber. Oui. OK, fait que si à la fin de l'année, on n'a toujours pas eu de nouvelles de ce dossier-là, jingle de Monsieur Soleil. Un autre jingle. Oui. Un autre jingle. En tout cas, outro. C'est ça. OK. Bon, ben. Avant qu'on parte, juste, on peut-tu finir sur une bonne note? Vas-y donc, Olivier. Ah oui, non? J'ai vu tantôt, en observant du coin de l'œil, pendant que vous parliez de la politique de l'aérospatiale au Québec, le premier vol de nouvel avion de Cessna a eu lieu ce matin, le Sky Courier qui a décollé. Oh, le Sky Courier, mon avion. Le Cessna 408. Mm-hmm. Pour les auditeurs, c'est dimanche, hein? Pas mardi matin, c'est dimanche. Oui. Donc, dimanche, le 17 mai, on va avoir un lien dans les notes, le premier vol du Cessna 408 Sky Courier. T'es équipé de quoi comme moteur, ça, les amis? Je te prendrais un P, un T, un 6 et un A. Mm-hmm. Est-ce qu'on jouait des chiffres et des lettres? À peu près, oui. Puis tu peux rajouter un 6, un 5 et un B. Consonne? Ouais, Fait que félicitations à Pratt & Whitney pour avoir fait voler et démarrer au quart de tour ces moteurs-là. Super. On salue Ardell, Goodyear Ouais. pour les pneus. Les hélices, c'est fantastique. Fait que, écoute, il y a bien beau être laid, cet avion-là. On félicite Cessna quand même. C'est jamais rien, Ouais. ces affaires-là. Donc, Hey, ça, c'est chiant. C'est comme si tu disais à un nouveau parent. En tout cas, il est lettre, mais bravo pareil. là. Ben, il est laid, l'avion. Qu'est-ce que je te dis? C'est un avion cargo. C'est un avion qui a été designé pour FedEx, là, OK? Il n'a pas été designé pour être beau sur une rampe chez NetJet, là. Bon, ben, tu voulais finir sur une bonne note, Olivier. C'est raté, là. Il est lettre. Non! Il est super cool. Il y a des Il ne faut pas oublier qu'un bébé, pour ses parents, c'est toujours le plus beau. Oui, il y a ça. C'est vrai. C'est que... Hey, OK. Non, là, je vous arrête avant que vous disiez une autre niaiserie, là. Fine, c'est correct. Toute méchanceté. Ouais, C'est ça. suffit. Là-dessus, c'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.